devant le tribunal d'Évry. Mon agresseur vient d'être prononcé coupable de 3 chefs d'accusation, à savoir viol sur ma personne, viol sur Samantha, agression sexuelle sur une autre personne et en état de récidive. Et sa peine, c'est 6 ans de prison, dont 2 fermes avec aménagement de peine, c'est-à-dire qu'il n'ira juste pas en prison. Alors du coup, je demande à quiconque peut m'aider aujourd'hui de contacter n'importe quel média parce qu'on a 10 jours pour pouvoir faire appel et que le procureur est même pas sûr de le faire parce qu'il pense qu'en appel, on gagnera pas. Mais nous, on est convaincus parce qu'en fait, je suis désolée, mais sous un quinquennat où soi-disant la priorité c'est les violences faites aux femmes, etc., ça n'est pas juste. Tout ça, c'est pas juste. Suite à cette vidéo, nous avons décidé de recevoir Karine et son avocate Sonia Elmidouli pour comprendre cette affaire, symptomatique des dysfonctionnements de la police et de la justice face aux violences sexuelles aujourd'hui en France. Bonjour Karine, bonjour Sonia Elmidouli. Bonjour. Je tenais d'abord à commencer cet entretien par un remerciement. Merci de venir témoigner des dysfonctionnements de la police et de la justice sur les affaires de violences sexuelles. On va en parler. Pour résumer rapidement l'affaire avant d'entrer dans le détail, donc Karine, vous avez été victime de viol en 2016 par un chauffeur de taxi. Le 30 juin 2022, donc après 6 ans de procédure, votre agresseur a été jugé. Il risquait 15 ans de prison selon la loi et pourtant, malgré la gravité des faits, il est ressorti libre du tribunal. Il n'a écopé que de 6 ans de prison, dont 4 ans assortis d'un sursis probatoire, c'est-à-dire 2 ans ferme. Et comme la peine est aménageable, il ne va pas forcément faire de prison ou simplement avec un bracelet électronique. Et suite à cette décision, vous avez réagi dans une vidéo et c'est une vidéo qui a fait près d'1 million de vues, à la fois sur Twitter et sur Instagram en une journée. Donc ça montre l'émotion qui a été créée par votre histoire. Pour commencer, j'aimerais simplement vous demander de vous présenter très rapidement pour qu'on sache aussi qui vous êtes. Alors, je m'appelle Karine, j'ai 25 ans, j'habite sur Paris. Je suis en licence professionnelle de communication digitale et je suis aussi donc en apprentissage. Je suis conceptrice-rédactrice pour un studio/agence de production de contenu audiovisuel. Ça fait, 9 ans que je suis toute seule. Je trouve que j'ai plutôt le profil d'une étudiante ordinaire, même si je suis un peu casanière ou des choses comme ça. Et voilà, genre tout ce qu'il y a de plus banal, en fait. Vous accusez donc Amine Bamdad de viol pour des faits qui datent de 2016. Vous aviez 19 ans à l'époque. Est-ce que vous pourriez me dire ce qui s'est passé exactement à ce moment-là ? Alors, en fait, un soir d'octobre 2016, je rentrais de mon travail, puisque j'étais serveuse à cette époque-là. Je reprenais un baccalauréat littéraire alors que j'avais une formation scientifique de base parce que je voulais juste le baccalauréat et avancer en fait dans ma vie puisque j'avais 19 ans, donc j'avais un peu de retard entre guillemets à cause notamment d'une précédente condamnation. Donc à ce moment-là, je reprends, je me dis ok, je vais essayer d'aller mieux, je vais essayer de faire ce qu'il faut. D'une précédente condamnation pour viol. Pour viol. Ouais. Parce que ça m'est arrivé 2 fois et c'est aussi ça qui a fait que je ne comprenais pas. Et en fait, je rentrais chez moi. Au niveau de la gare de Lyon, un chauffeur de taxi m'interpelle. Enfin, dans le sens, je veux dire, il se met à ma hauteur. Et c'était un vrai taxi avec le logo taxi. G7 avec la petite loupiote en haut, le numéro à côté, des trucs G7 partout. Enfin, vraiment, c'est... Le compteur. Ouais, le compteur, tout. Enfin, vrai taxi, je veux dire, franchement. Vraiment vrai taxi. Et puis, on le saura après par la suite. Mais c'est un vrai taxi. Et il me dit, en fait, qu'il a fini son service et que ça le rassure pas, en fait, de voir une femme jeune comme moi, toute seule, tard le soir, dans ce quartier-là. Bon, alors moi, j'habitais là, donc pour moi, le quartier était... Il n'y avait pas de problème. Mais lui, m'incitait pas mal. Il était en mode, oui, je viens de finir mon service, viens, je te ramène chez toi, tu seras plus en sécurité. Voilà, si tu... C'était vraiment dans une démarche, une pseudo-démarche, en fait, de sécurité sous ce prétexte-là. De protection, en fait. Ouais, exactement. J'ai cru que j'allais être protégée par ce type pour 5 minutes. Et bien que j'ai refusé au début de monter dans son taxi, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais... En fait, je me suis pas méfiée. Je me suis dit, il a l'air de s'en faire pour moi. Il a l'air de... Je sais pas, d'être bienveillant, d'être sympathique. Je voyais pas de raison, en fait, de me méfier pour 5 minutes de trajet maximum. J'avais pas idée des conséquences de comment ça pourrait se passer ensuite. Et en fait, en 5 minutes, donc, il a commencé son scénario. Et il m'a montré une vidéo où il était en train de faire des trucs sexuels avec une nana et en même temps, on avait l'impression
cachait un peu... Tu sais, comme on appelle ça, des footage. Enfin, tu vois, des trucs filmés où on dirait que c'est pris... Que c'est... À l'insu de la personne. Oui, exactement. En fait, où les deux parties sont pas éclairées sur ce qui se passe, quoi. Donc, j'étais très mal à l'aise. Et ensuite, il a commencé à me poser plein de questions, mais un peu sur le ton d'une discussion normale. Et c'est aussi ça que je comprenais pas. Il me disait... je me rappelle plus exactement, mais il me demandait si j'aimais ça ou si j'aimais ça. Et moi, je répondais non, non, non. Et j'étais mal à l'aise. Sur des choses sexuelles? Oui. Sur, est-ce que t'aimes sucer? Est-ce que t'aimes faire ceci? Et en fait, je répondais que non, parce que je comprenais même pas qu'il pose ces questions-là, alors qu'on se connaît pas. Et puis, j'arrivais pas, en fait, trop à croire que c'était réel. Et en fait, après, il discute, tout ça, il me met mal à l'aise volontairement. Il crée ce malaise-là. Et en fait, moi, je pense aussi que ça, c'est pas sa faute, mais c'est parce que j'ai déjà été victime, parce que je suis quelqu'un, à cette époque-là, d'un petit peu vulnérable. J'ai 19 ans, je suis quand même pas bien rétablie de ma première agression. Je suis un peu frêle, je suis jeune, tu vois, et je pense que ça, lui, il l'a vu, il l'a senti, ça a dû résonner chez lui, je sais pas, il a dû se dire, elle a une faiblesse, elle a un truc, et je vais pouvoir appuyer dessus et braquer et mettre mon piège comme ça et le refermer ensuite sur elle. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'ensuite, il m'a fait passer à l'arrière. Je sais plus comment, je sais pas si c'est moi qui suis allée toute seule, si c'est lui qui m'a incitée, si c'est lui qui était à côté de moi, ça, j'avoue, je sais pas. Je me rappelle plus. Ce dont je me rappelle, en revanche, c'est par exemple d'avoir été sur ses hanches, il m'a prise comme ça, il m'a mise sur ses hanches à lui, et il voulait frotter son bassin contre le mien avec les vêtements et tout, tu vois, mais quand même. Et moi, en fait, j'arrivais pas à me sortir de son étreinte, tu vois, je comprenais pas à nouveau, j'étais choquée. Et puis je regardais par le pare-brise arrière, tu vois, c'était des vitres teintées un peu. Et puis je me disais, mais il est 1h du matin, il y a personne qui va passer, il y a personne qui va t'aider, tu vas pas t'en sortir. Moi, c'est ça que je me disais à ce moment-là. Je me disais, tu dis non, tu répètes non, mais peut-être que si tu fais quelque chose de plus, dans le sens physique, moi, j'avais peur des conséquences. Lui, c'est un mec, aujourd'hui, il a 40 ans, il est quand même... Alors, aujourd'hui, je ne le vois plus avec le même œil. J'avais l'impression qu'il était très impressionnant quand j'avais 19 ans, qu'il était très fort, qu'il était très machin. Quand je l'ai revu, pas du tout. Mais c'est bien l'image, en fait, qu'il m'a laissé lui, c'est-à-dire quelqu'un d'imposant, qui fait peur, qui arrive à avoir ce qu'il veut, tu vois. Donc, il me frotte comme ça, après, il me repose, il sort son sexe, il maintient ma tête, il me force à me faire une fellation, il essaie de mettre ses doigts et tout s'enchaîne, tout va très vite. Je continue à dire non quand je le peux parce que physiquement, c'est pas possible quand t'as un sexe dans la bouche, en fait, de parler, tu vois. Mais j'enlevais ses mains, c'est impossible de pas savoir que c'était pas un viol à ce moment-là, tu vois. Et en fait, je sais pas à quel moment ça s'est arrêté ou quoi, mais à un moment donné, il a sorti une capote et j'ai compris que ça allait pas s'arrêter. Que tu vois que tout ce que je disais, que tout ce que j'avais fait, ça n'avait servi à rien, ça n'avait pas été entendu. Lui répétait, mais t'inquiète, c'est un jeu, t'inquiète, j'irai pas là où tu veux que j'aille, enfin, où tu veux pas que j'aille, tu vois, t'inquiète pas. Et en même temps, qu'il disait ça, il faisait. Et en même temps, moi, je disais non, et lui, il me disait, t'inquiète. Mais ça veut rien dire. Enfin, tu vois, et je comprenais pas. Et en fait, donc, je l'ai supplié quand il a sorti le préservatif. Je l'ai supplié, je l'ai imploré, littéralement. Je lui ai dit, je t'en supplie, il faut que tu me laisses partir. Je peux pas. Enfin, je peux pas. J'ai vraiment encore plus paniqué, tu vois. Et je pensais pas que c'était possible à ce moment-là. Et en fait, devant mon apparente panique, je sais pas si c'était ça qu'il lui fallait de plus, ou je sais pas si à ce moment-là, vu que c'était le 15e non, le 16e, ou les larmes, je sais, ou l'étage, je sais pas exactement ce qui l'a poussé à arrêter, mais il a arrêté. Et là, il me laisse partir, il prend mon numéro, comme si... Enfin, je veux dire, il a essayé de prendre mon numéro, et moi, je lui ai dit, non, mais laisse, je vais te biper, en fait, c'est peut-être mieux, tu vois, comme ça, je pensais qu'il aurait pas mon numéro, et du coup, j'ai appelé en mode tac-tac,
Bon, il a quand même eu mon numéro, on l'a su au procès, mais moi, je le savais pas à cette époque-là. Et donc, je rentre chez moi. Juste après, tu vois, je fais les quelques mètres, je tape mon digicote, je rentre chez moi. Et en fait, là, je m'effondre. Je comprends pas. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé à ce moment-là. Alors, je me dis 2 fois, en 2 ans. Le seul facteur en commun, tu vois, le seul truc en commun, c'est moi. Donc, peut-être que c'est moi le problème, en fait. Tu vois, peut-être que sur ma gueule, il y a écrit quelque chose que moi, je vois pas. Ou, tu vois, je sais. Mais j'ai commencé à me dire que, voilà, c'était moi, que j'aurais dû m'enfuir, que j'aurais dû faire ceci, faire cela, tu vois. Que peut-être que 15 noms, c'était pas suffisant, il en fallait 16, 17, 18, il les fallait avec un autre ton, il fallait autre chose. J'ai toujours cru que si on me forçait à faire une fellation, je mordrais aussi la personne, mais à ce moment-là, juste, c'était pas moi, tu vois. Si, mais c'était... Spectatrice. Ouais. Oui, on parle souvent de l'état de dissociation qu'on peut avoir dans ces moments-là, ou de la sidération même. C'est exactement ça. Et moi, cet état-là, je l'ai vécu 2 fois. Et la première fois, j'avais peur d'être violée et j'ai été violée. Et la deuxième fois, j'avais peur de mourir. Alors, je suis pas morte. Mais, il m'a laissé quelque chose d'indélébile, tu vois. Et pas qu'à moi, en fait. Et c'est ça aussi, parce que j'avoue que si ça avait été que moi, peut-être j'aurais pas porté l'affaire jusqu'au bout. Peut-être que j'aurais été fébrile. Peut-être que le soutien de ma mère, de mon entourage, de mon avocate m'aurait pas suffi. Peut-être que j'y aurais pas cru, tu vois. Oui, c'est ce dont on s'est rendu compte ensuite, c'est que c'était un mode opératoire et qu'il utilisait en fait cette bannière de chauffeur de taxi pour faire rentrer des femmes dans son taxi. Ah, mais en fait, il le dit lui-même. Pour lui, c'est un stratagème parce qu'en fait, on a plus confiance avec le taxi. Il disait lui-même, en fait, quand je vais draguer des femmes qui ont plus de 30 ans, elles voient le stratagème. Parce qu'elles sont averties, elles ont de l'expérience, entre guillemets, dans la vie. À 18, 19, on n'en a pas. Oui, puis des jeunes femmes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, qui se disent c'est sympa de m'avoir accompagnée chez moi gratuitement. Oui, et puis il y a surtout, moi ce que je trouve important, c'est cet aspect de la confiance, parce que moi j'imaginais avant ça qu'un prédateur sexuel, c'était un mec qui fait peur, qui t'attrape le soir, peut-être qui a une arme ou qui fait usage de violence physique, qui te défonce la gueule en fait, tu vois. Oui, alors que dans 91% des cas des agressions sexuelles, la victime connaît son agresseur. C'est ça. Donc moi, là, cette fois-ci, j'étais dans les 9%. Je le connaissais pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'était Monsieur Tout-le-Monde. C'est Monsieur Tout-le-Monde. C'est pas quelqu'un qui a... Ou comme j'ai cru que moi, il y avait écrit violer sur ma tête, lui, il n'y a pas écrit violeur sur sa tête. Il nous met dans un climat de confiance, il nous met à l'aise d'abord avant de vraiment faire l'inverse, je sais pas comment expliquer. Mais il a, comme tu l'as dit, et très justement, un scénario, un mode opératoire qu'il applique à chaque fois, de la même façon, avec les mêmes phases, les mêmes étapes, tu vois, qui progressent comme ça. Et ça n'a pas marché avec toutes, hein. Certaines s'en sont sorties. Et franchement, bravo à elle, Samantha et moi, on s'en est pas sortis. Oui, c'est ce que raconte Samantha aussi, qu'elle a eu l'impression que le piège s'est refermé sur elle petit à petit. Et du coup, à quel moment est-ce que vous avez décidé de porter plainte ? Alors moi, c'était pas... Et comment ça s'est passé, cette plainte, justement ? Ouais, alors pour mon cas, parce que Samantha, elle a porté plainte le jour même, ça a été assez pris au sérieux, il a fait de la garde à vue, il y a eu confrontation, il y a eu beaucoup de choses. Donc Samantha, c'était en 2016 aussi ? Oui, c'était 10 jours après. Et c'est pour ça aussi que je parle d'abord d'elle et de son traitement de plainte, parce qu'il a été, je pense, très bien fait. Et c'est bien, il faut aussi le souligner quand c'est bien fait, parce que c'est pas toujours le cas. Et en fait, moi, j'ai passé 3 jours chez ma mère, parce que j'avais pas la force, en fait. Et puis, je me sentais pas... À nouveau, j'avais ce problème de culpabilité, j'avais ce problème de... Ouais, mais Karine, t'es montée dans le taxi, tu t'es pas enfuie, t'as pas regardé si les portières étaient fermées, t'as pas griffé, t'as pas mordu, tu t'es pas défendue, en fait. Tu vois. Je me suis dit, mais puisque tu t'es pas défendue, qui va vouloir te rendre justice ou qui va te croire quand tu vas dire que t'as pas vu le piège se refermer, que t'as pas eu conscience, mais que t'as dit non, que t'as tout fait, sauf se défendre physiquement, tu vois, parce que j'en suis vraiment pas capable, et je crois qu'aujourd'hui, je suis toujours pas capable. Et donc, je décide de déposer plainte avec ma mère, qui m'a motivée à le faire aussi, qui m'a dit, mais non, mais en fait, c'est pas juste, non, il faut pas laisser ça comme ça, si tu te sens, si tu peux, fais-le, dépose plainte. Et je lui dis, ok.
Et je suis allée au commissariat, un commissariat criminel, qui était donc habilité à prendre ma plainte. J'avais rendez-vous à 14h. Tout aurait dû bien se passer, je pense. Et en fait, quand je suis arrivée dans le bureau de ce monsieur qui devait prendre ma plainte. Ma mère n'était plus là à ce moment-là. Elle m'a dit, elle m'a laissée. Elle m'a dit, bon, je te laisse faire ta plainte. J'ai pas le droit d'être dans le bureau de toute façon. Donc voilà, et je viens te récupérer juste après. Tu m'appelles et tout. Donc j'avais cette béquille. Je savais que j'étais pas seule. Tu vois, déjà à ce moment-là. Ça, je pense que ça a vraiment pesé dans la balance. Et en fait, j'ai décrit ça à ce type, à ce policier. Et je crois que je pleurais pas, mais j'étais un peu dans un état... J'avais besoin aussi qu'on me dise que j'avais raison de faire ça, que ouais, c'était légitime et que ouais, on pouvait me croire, tu vois. Parce que ma mère, elle n'est pas objective, évidemment, c'est ma maman. Et elle me croira toujours, c'est normal. Et en fait, je lui dis tout ça. Je lui dis comment ça s'est passé. Je lui dis mon passé aussi. Je lui dis j'ai déjà été victime de viol, ce qui peut-être explique le fait que j'ai pas su faire quelque chose. Et il me dit, tu sais, il était comme ça au début. Il tapait pas, tu vois, sur son ordi, rien du tout. Il m'écoutait au début. Je pensais qu'il, je sais pas, pour faire une synthèse, un truc, donc il me regardait comme ça. Et puis quand j'ai fini, quand je lui ai demandé pourquoi il tapait pas, je me rappelle. Oui, déjà, c'est pas tout à fait normal qu'il soit pas en train de taper la déclaration. Voilà, parce que bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire bac+12 pour comprendre que quand tu déposes plainte, le gars doit taper quelque chose. Et en fait, il me dit, droit dans les yeux, comme ça, il me dit ok, je vous ai bien écouté, et en fait, je pense que vous mentez. Je pense que vous êtes une menteuse. Je pense que ce n'est pas possible que vous ayez déjà été victime de viol et que vous n'ayez pas vu ce qui allait arriver pour vous, parce que moi, ça me semble évident. Je vous crois pas. Je vais fouiller votre téléphone, je vais fouiller chez vous, je vais perquisitionner votre maison, je vais lancer une enquête, je vais tout faire contre vous pour prouver que vous mentez et que vous êtes une menteuse. Il m'a dit, des femmes comme vous, j'en vois tous les jours, des femmes qui regrettent des rapports sexuels et qui viennent se plaindre comme ça, comme vous. Et à ce moment-là, je suis encore... On m'a jamais dit ça, en fait, tu vois. Enfin, je suis pas préparée. C'est la double peine, quoi. Mais j'aurais jamais pu imaginer... Je veux dire, je savais que le traitement policier était peut-être pas toujours à la hauteur de ce qu'attendent les victimes, entre guillemets. Je sais pas vraiment comment formuler ça, mais je pense qu'on comprend l'idée. Non, mais c'est ça. Mais je pensais pas qu'on pouvait, parce que ça a été le cas là, être jeté physiquement d'un commissariat parce que, soi-disant, on est une menteuse. Parce que déjà... Mais c'est pas à lui de dire si je suis une menteuse ou pas, c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de taper sur son ordinateur, là, c'est pas... Ça paraît pas... Voilà, c'est pas lui le juge, à la base. Et surtout, enfin, quand j'ai été sortie physiquement, je pensais à nouveau pas que c'était possible. Tu vois, sortie physiquement, ça veut dire que le gars m'a poussée comme ça. Il arrêtait, et il rigolait en plus. Tu vois, il arrêtait pas de me pousser. J'ai commencé à pleurer et tout. Il me poussait pour que je sorte du commissariat. Il m'a poussé contre le mur d'abord. Il m'a poussé sur le côté ensuite. Il m'a poussé dans les couloirs, tu vois. Et ça, c'était un commissariat où ? C'était à Paris 12e. En fait, il y en a deux à Paris 12 et c'est le criminel dont je parle. C'est pas celui qui est avenue Daumesnil où j'ai été bien reçue et où on m'a juste dit, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas où on m'a dit que c'était pas possible de prendre ma plainte parce que c'était du criminel et que ça relevait pas de leur autorité à eux. C'est pour ça qu'ils m'ont donné un rendez-vous à 14h là. Et en fait, après, j'appelle ma mère. Elle en revient pas. Elle arrive, elle est effarée, elle aussi. Enfin, je veux dire, elle est dans le droit aussi. Elle a jamais vu ça non plus. Puis je suis sa fille, ça fait toujours en plus de mal, quoi. Donc, elle essaye de prendre le nom du gars, elle demande en fait aux autres officiers, elle dit, mais qui a fait ça ? Pourquoi ma fille, je l'ai déposée il y a 30 minutes ? Pourquoi il n'y a pas de plainte ? Pourquoi elle est en pleurs ? Comment vous expliquez ça, en fait ? Et la nana qu'on avait en face de nous nous a rigolé au nez. Mais quand je dis rigoler, c'est genre, elle a ri. Moi, j'étais en train de pleurer. Ma mère, elle était à 2 doigts de pleurer aussi, je crois, parce qu'elle était vraiment épuisée et tout. Et elle a rigolé. Vraiment en mode, mais on vous donnera jamais le nom de l'officier, en fait. C'est pas ça, la politique du commissariat. C'est pas comme ça que ça se passe. Et nous, on était là, mais... Ok, mais on fait quoi ?
En fait, qu'est-ce qu'on est censé faire dans ce cas-là? On n'est pas formé au fait de refuser des plaintes. On ne nous dit pas qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire quand on est une victime seule et qu'on n'a pas d'avocat, c'est on fait écrire au procureur de la Oui, République, voilà, indiquer qu'on s'est rendu à tel commissariat, qu'on n'a pas pu déposer sa plainte, et puis déposer sa plainte par un courrier au procureur de la République. Ça, c'est parfaitement possible. On peut court-circuiter, entre guillemets, le commissariat de police ou la gendarmerie. Et vous qui travaillez justement en tant qu'avocate, vous avez beaucoup travaillé avec des femmes victimes de violences. Oui. C'est des récits que vous entendez souvent? Oui. Parce que c'est quelque chose qui est ressorti un peu là ces derniers mois avec le hashtag Alors, double peine sur les réseaux sociaux. De moins en Beaucoup moins, de parce femmes que c'est quand même une cause nationale. Donc, ça serait pas bien vu par des commissariats de police ou des gendarmeries de refuser la plainte d'une femme, notamment des fois quand c'est l'épouse ou la concubine qui vient dire, parce qu'elle est en procédure judiciaire de séparation ou de divorce, qu'elle va instrumentaliser sa plainte pour violence pour son dossier de divorce ou de séparation. Donc, les policiers ou les gendarmes peuvent être des fois un petit peu... sur la défensive par rapport à une plainte qui pourrait être une plainte d'opportunité. Mais la plupart des femmes qui viennent me voir et qui veulent déposer plainte, je les envoie vers des associations qui aident les femmes victimes de violences conjugales et qui les accompagnent au commissariat de police. Et puis, moi, j'interviens sur Sarcelles. Et à Sarcelles, il y a une brigade qui est spécialisée dans l'écoute, des femmes victimes de violences conjugales. Donc, on a de moins en moins ce problème-là, des plaintes qui ne sont pas acceptées. Certaines fois, on nous dit faites une main courante. Mais ça ne sert à rien de faire une main courante. Voilà, juste pour acter que... Une main courante pour un vol de téléphone, en fait. Voilà. Enfin, c'est déjà une trace, entre guillemets, qui peut toujours être utile, mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, je me mets aussi à la place des forces de l'ordre. C'est que des fois, ils ont des personnes qui vont venir déposer des plaintes et qui, le lendemain, face aux conséquences que le train, de la justice va avoir sur leur vie, décident de retirer leur plainte ou de ne pas poursuivre la procédure, en tout cas. Donc, c'est vrai que les policiers peuvent être tentés, de voir ce qu'il y a réellement dans le dossier, de prêcher, le faux peut avoir le vrai, mais on ne sait pas vraiment comment ça se passe. L'avocat, il n'intervient pas forcément au moment du dépôt de plainte, il intervient après, donc c'est un positionnement un peu plus compliqué. Oui, c'est toute la question de la formation aussi des policiers sur ces questions qui commencent un petit peu à augmenter, mais qui n'est pas du tout faite assez rapidement. Et on voit qu'il y a un manque de moyens aussi pour que ce soit... Si je me permets, donc Karine vient avec sa maman dans un commissariat. On lui dit de revenir pour voir un officier qui est plus spécialisé dans les crimes l'après-midi. Et en fait, on refuse de prendre sa plainte, on la sort du commissariat. Là, avec la maman, ils vont aller au quai des Orfèvres parce qu'on se dit c'est la police de la police. Là, on leur dit c'est pas le lieu, mais on les renvoie vers un autre commissariat. Et là, on a enfin quelqu'un qui va écouter Karine, qui va prendre sa plainte. Non, cette année, il y en a un autre encore. On est allé vers Bastille. À Bastille, ils nous ont envoyé une voiture parce qu'ils nous ont dit on est désolé, on peut pas prendre votre plainte, mais nous, on va vous envoyer la voiture et on va vous emmener à l'endroit où on va pouvoir prendre votre plainte. Donc, au moins, d'accord. Et donc là, et c'est vrai que c'était au moins un moment. Donc c'était sur la même journée, en fait. Ah oui, dans les quelques 4 heures, voilà. Et donc finalement, vous avez pu quand même... Oui, à 20h ou 21h30. Donc c'est dire le... Voilà. Et ce qui était intéressant, c'est que je me souviens, Karine m'avait dit qu'elle était tombée sur une policière parce que Karine, elle culpabilise et elle avait honte de dire qu'elle s'était pas, elle n'avait pas frappé son agresseur, qu'elle n'avait pas griffé, etc. Et je crois que c'était une policière qui t'a dit qu'elle avait bien fait. Pourquoi ? Parce que juste avant, elle avait eu une dame qui s'était défendue, débattue et qui s'est retrouvée avec des séquelles physiques parce qu'elle s'était fait défoncer, entre guillemets. Ouais, et que c'était un policier. Et c'était au moins la première fois que Karine, elle se disait l'attitude que j'ai eue de sidération, d'absence de résistance physique, elle m'a peut-être sauvée de séquelles physiques, voire de mort, et que c'était aussi un bon réflexe, finalement, malgré tout. Surtout qu'en plus, il y a aussi des cas où parfois les agresseurs portent plainte contre les victimes pour violences physiques ou autres. Exactement. Donc c'est aussi de donner du grain à moudre en quelque sorte. Mais donc ce deuxième dépôt de plainte, c'est lui bien passé. Alors oui, honnêtement, le gars m'a vraiment mis à l'aise, entre guillemets. Il a compris tout de suite que voilà, ça faisait des heures et des heures qu'on était sur Paris avec ma mère, qu'on cherchait à se faire... cherchait juste à déposer plainte, en fait. Ça me paraissait... Je savais que ce serait compliqué. Je savais pas que ça serait à ce point-là, pour cette affaire-là. Et surtout lorsqu'on a appris ensuite que c'était un prédateur, parce que du coup... Alors, je reviens juste sur le fait que, oui, il a bien pris ma plainte. Il m'a
voilà, il m'a posé des questions, mais qui étaient plutôt bienveillantes. Il m'a pas demandé juste, par exemple, comment je m'habillais. Il m'a dit quels sont les vêtements que vous portiez ce soir-là. C'est juste pour essayer de bien comprendre comment il a fait ça, comment, par exemple, il a pu passer dans votre pantalon ou quoi, des choses comme ça. Mais il m'a expliqué, il m'a pas dit brut de décoffrage. Alors, t'étais habillée comment quand tu rentrais du taf? Enfin, vraiment, j'ai trouvé que c'était... pédagogue. Ouais, exactement. Oui, parce que c'est ce qu'on entend aussi justement sur tous ces témoignages double peine, c'est des hommes qui vont dire, des policiers qui vont demander vous étiez habillé comment sous prétexte peut-être que vous étiez habillé de façon un peu aguicheuse Sexy, ou est-ce que voilà. vous aviez bu, donc pour voir quelle est votre responsabilité finalement. Exactement. Donc c'est ça qui Comme pour savoir en fait le nombre de circonstances atténuantes qui seront pour le violeur, quoi. Mais enfin là, pardon, moi je portais un pantalon, un pull, un t-shirt. On était en octobre, il faisait et puis froid. de toute façon c'est pas la question. Oui, et puis de toute façon on s'en fout. Enfin, franchement, même tu se promenais toute nue. Ouais, c'est clair. Et c'est ce que la présidente a osé dire d'ailleurs. Hein, elle a dit même si on est une femme libérée ou même si on est une femme, voilà, on s'habille comme on veut. On n'a pas, il n'y a pas un droit de violer parce qu'on s'habille comme ça ou qu'on agit comme ça. Donc il vous avez déposé plainte et ça a été respectueux. Et donc comment s'est passée ensuite la suite de l'enquête? Eh ben en fait pendant un temps moi j'ai pas eu du tout de nouvelles. J'avoue que je savais pas trop où ça en était. Je savais pas. Mais je me disais, bon, au moins, je l'ai fait, voilà. Peut-être que ça pourra servir de signalement, tu vois, si jamais il le refait ou des choses comme ça. Je me disais ça. Et en fait, quelques semaines après, on m'appelle et on me dit, je suis un gendarme, je crois, de l'Essonne. Il y a des similitudes dans votre plainte avec celle d'une autre jeune fille et puis d'une autre jeune fille. Ce serait important que vous passiez au commissariat, peut-être pour faire une reconnaissance de votre agresseur sur une planche photographique. Et puis pour qu'on établisse ces similitudes et peut-être qu'on monte un dossier en fait ensemble, qu'on se constitue toute partie civile. À ce moment-là, j'y crois pas trop. Enfin, comment dire, c'était difficilement réalisable en fait de me dire, mais en fait on m'a jeté, on a mis 6 heures à prendre ma plainte, on m'a pas écouté et tout, pour me dire des semaines après que vraiment j'avais complètement raison en fait dans mes instincts, dans ce que je pensais être juste, dans ce que je pensais être pas vrai, mais je veux dire dans ce qui était arrivé et tout, dans ma version des faits, etc. Et en fait, je me suis rendu compte après que l'autre victime, donc Samantha, comme je vous ai dit, c'est 10 jours après ma plainte. Et elle, confrontation, etc. Donc ça veut dire que si on m'avait prise au sérieux, moi, on aurait déjà pu faire le lien avec la dizaine d'autres victimes, puisque c'était déjà établi, ça. Enfin, je veux dire, ça existait déjà, ça dormait quelque part, mais ça existait. Et peut-être que Samantha, que l'autre victime et que d'autres victimes, peut-être qu'on n'a pas retrouvées, peut-être qu'elles n'auraient pas eu à vivre ça, à déposer plainte, à aller là-bas, en fait. Et aujourd'hui, pour moi, il y a... des dysfonctionnements. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai tout donné comme je pouvais. On a le numéro de téléphone du violeur. On sait qu'il est chauffeur de taxi pour la G7. Ça suffisait normalement pour faire, je vais pas dire une enquête de flagrance, mais pour l'arrêter très rapidement. C'est rare qu'on ait autant d'éléments et on a une victime qui peut le décrire. Ouais. Donc on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir l'arrêter très rapidement. Et il y a un sentiment de culpabilité de Karine de ne pas avoir réussi à être plus crédible que ça ou plus cru que cela par des services de l'ordre, des forces de l'ordre, pour pouvoir entamer une enquête rapidement. Et cette culpabilité, elle l'a vis-à-vis de l'autre victime qui a été agressée 10 jours plus tard. Donc c'est dur à vivre aussi. Ouais. Et le dossier ne prend cette ampleur que parce qu'il y a plusieurs victimes qui mettent en cause le même chauffeur de taxi. Parce que prise isolément, c'est leur parole contre la sienne. Pour être cru, il y a des fellations, des pénétrations digitales, mais il n'y a pas d'éjaculation, donc on n'a pas de traces de sperme. Alors, ce que beaucoup de personnes ne savent pas d'ailleurs, que je précise quand même ici, c'est que le viol, une fellation forcée est un viol, que pénétration digitale, une pénétration digitale forcée, c'est un viol. Le viol, c'est un acte de pénétration sexuelle. Tout à fait. Forcée. Et la difficulté, c'est de se dire que les policiers vont engager une procédure qui est criminelle, avec comme élément uniquement, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien, que la parole d'une victime. Donc, c'est vrai que le dossier n'est pas l'enquête du siècle pour eux. Mais avec le numéro de téléphone, au moins d'interroger, de lui dire « Dites-moi, il y a quelqu'un qui vous accuse de viol, qu'est-ce que vous en pensez, entre guillemets ? Est-ce que vous y étiez ? Est-ce que vous y étiez pas ?» Et on n'a pas ça tout de suite. Par contre, dès que la gendarmerie de l'Essonne
qui prend en compte les déclarations de Samantha, fait le lien en envoyant ce qu'aurait dû faire n'importe quel policier, c'est-à-dire une fiche de signalement en disant voilà, il y a un violeur, peut-être que potentiellement il y aura d'autres victimes, eh bien là, ça match. C'est-à-dire que la gendarmerie reçoit un message très rapidement disant on a une jeune fille qui s'est plainte d'un chauffeur de taxi et qui est en mesure éventuellement d'identifier. Et là, ce qu'a raconté Karine, on lui donne une planche photographique dans l'Essonne et elle reconnaît tout de suite, immédiatement. Et ça, c'est en quelle année 2016, c'est en octobre. Non, mais je crois que c'était en 2017 que j'ai reconnu le mec sur la planche. Ah oui, mais oui, pardon, excusez-moi. Oui, tout à fait. 2017. Ouais, il me semble que c'était début 2017. On a eu la confrontation à l'été 2017 après mon bac. Donc, il me semble que lorsqu'il y a eu le rapprochement, c'était pas sur la fin de l'année 2016, voilà. C'était début d'année 2017. Et c'est ce qui explique que, pris isolément dans les procédures, il n'est pas en détention provisoire. Puisqu'on se dit, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Si on doit le mettre en prison et qu'au final, ça se termine par une relaxe ou un acquittement en fonction de est-ce que c'est des agressions sexuelles ou est-ce que c'est des viols. Donc, il passe entre les mailles du filet et il n'est pas mis en détention provisoire. Il est sous contrôle judiciaire qu'il va plus ou moins bien respecter au début parce qu'il y a une phase de démarrage. Mais quand ça a démarré, il va le respecter. Et sous contrôle judiciaire, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, sous contrôle judiciaire, il était obligé de pointer 2 fois dans le mois au commissariat de police et de suivre, c'est une obligation de soins, c'est-à-dire de suivre une thérapie très régulièrement et d'en faire état. Il n'a pas le droit non plus de sortir du territoire français, sauf autorisation du juge d'instruction. D'ailleurs, il va la demander 2 fois, il va l'obtenir 1 fois pour aller à Dubaï voir une amie, alors qu'on avait potentiellement le risque qu'il ne revienne pas, vu ce qu'il risquait, puisque objectivement, un viol, c'est 15 ans maximum de réclusion. Donc, on aurait pu avoir quelqu'un qui n'allait pas revenir. Donc, ces gages, entre guillemets, de confiance, parce qu'il revient, parce qu'il demande l'autorisation pour quitter le territoire, parce qu'il suit une psychothérapie, parce qu'il va pointer au commissariat de police, ont rassuré le juge d'instruction sur ses capacités à se présenter aux confrontations, aux auditions et devant la cour d'assises. Mais au final, vu que la procédure a mis 6 ans avant qu'on arrive devant la juridiction, sachant que l'instruction a été terminée, je crois que ça devait être il y a 1 an et demi de 2019. Donc entre 2019 et on a attendu jusqu'à 2022 pour avoir notre procès. Alors c'est sûr qu'il y a eu le confinement, le Covid entre-temps, mais c'est quand même très long. C'est très long parce qu'il est libre et que vont passer en priorité des dossiers où il y a des détenus, des accusés qui sont des accusés qui sont détenus, qui sont en prison et qui attendent leur procès. Donc, eux vont passer en priorité par rapport au dossier de Samantha et Karine. Donc, quand on arrive à l'audience, il est libre. Il a eu le temps, j'allais dire, de fonder une famille, ce qu'il n'avait pas jusqu'à présent, et d'avoir un enfant, d'être le gérant de sa société de taxi, même si, dans son obligation de contrôle judiciaire, il avait l'interdiction aussi d'être chauffeur de taxi. Mais comme il est gérant de sa boîte, il va prendre des salariés qui vont travailler pour lui comme chauffeur. Et il se présente. Donc il n'exerce plus lui-même, mais mais ça veut dire qu'il a quand même une situation professionnelle stable. Il est gérant de société, donc ça rassure peut-être la juridiction. Donc voilà, un gérant de société, père d'un enfant de 2 ans, qui se présente 6 ans après les faits, qui n'a pas été mis en détention provisoire et qui vient nous dire concrètement qu'il reconnaît tous les actes de pénétration sexuelle, alors qu'on n'avait que la parole des victimes contre la sienne. Il aurait dit « j'ai rien fait ». On avait très peu de moyens de démontrer le contraire. Donc, il arrive en disant, un peu peut-être comme faute avouée est à moitié pardonnée, entre guillemets, il arrive en disant « j'ai fait, mais je ne me suis pas rendu compte que je n'avais pas le consentement de ces filles ». Et donc, c'était consenti. Exactement. Donc, tout le nœud du dossier, c'était de se dire, est-ce qu'une victime de viol, c'est une victime qui se sera débattue, ou est-ce qu'une victime de viol qui dit non et qui on va lui imposer par une contrainte morale, parce qu'elle a peur de mourir, elle va accepter de faire une fellation ou de pas se débattre, entre guillemets, dans un taxi, est-ce que c'est pas une victime finalement quelque part consentante? Et lui va dire qu'il est un dragueur compulsif, certes elles ont dit non au départ, mais qu'en insistant, il pensait pouvoir arracher un consentement. C'est-à-dire en disant, elle dit non. Si je lui repose 15 fois la question, est-ce que j'aurais pas à la 16e tentative un oui? Et l'insistance qu'il avait, c'était une pression morale que les victimes, elles ont pris comme étant, si je dis non, ou si je montre que je veux m'enfuir, que je veux partir, est-ce qu'il ne va pas passer au mode violent? Parce que jusqu'à présent, il était juste dans une contrainte, je veux dire limite simplement morale, cette force tranquille, entre guillemets, voilà. Et quand il arrive à faire une fellation, il dit qu'en gros, c'est limite, elles ont fait ça toutes seules. Non, elles ont toutes dit qu'il leur maintenait la tête, ce qu'il a nié, ça c'est quelque chose qu'il a nié, parce qu'il savait très bien que dans le viol,
il y a violence, entre guillemets, et que le fait de les avoir touchés ou forcés, ça faisait de lui quelqu'un qui était un violeur. Et l'autre débat, c'était que ce monsieur, il part du principe que vous avez très bien dit tout à l'heure, c'est que des caresses, des fellations, pour lui, c'est limite des préliminaires. C'est pas encore un acte sexuel. Et le seul nom qu'il a été capable d'entendre, c'est quand il a sorti une capote et qu'il voulait faire une pénétration avec son sexe dans le sexe de la victime. Là, il avait l'impression que c'était une marche de trop et que si elle disait non, il pouvait s'arrêter. Et il a donc l'impression qu'il n'a rien fait, qu'il s'est arrêté quand elles n'ont plus voulu faire quelque chose. Donc on a vraiment eu quelqu'un à l'audience, c'était assez déstabilisant. C'est-à-dire qu'il reconnaissait quelque chose, mais pas tout. Et il se présentait, il a dit à plusieurs reprises qu'il reconnaissait être un gros cochon, quelqu'un d'obscène, quelqu'un d'insistant, de lourd, alors qu'il était là pour viol, et multiples viols. Mais donc, est-ce que vous pensez que c'est ça qui a joué dans le fait que sa peine soit aussi faible? Parce que le parquet avait requis 12 ans, avec 7 ans de suivi socio-judiciaire, et finalement, on se retrouve avec 6 ans, dont 2 Forcément, ça a joué, parce qu'on essaye de se faire le film à l'envers. On se dit, où est-ce que ça a dérapé? Où est-ce que la Cour n'a pas compris que ce monsieur était non seulement un prédateur sexuel, dangereux, et qui montait en puissance. C'est-à-dire qu'il a été condamné la première fois pour outrage, ensuite une agression sexuelle pour laquelle il est condamné. C'est 3 agressions sexuelles pour des mineurs de 15 à 17 ans, et il écope de 1 an avec sursis, des obligations de soins. Et quand est-ce qu'a lieu cette condamnation? C'est le 5 janvier 2016. Et il va agresser sexuellement au mois d'août 2016, et violer au mois d'octobre 2016 Samantha et Karine. Donc, pour nous, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la prison, puisqu'il a 1 an avec sursis qu'il risque de faire s'il est récidiviste, qui a une obligation de soins qu'il suit depuis 2013, ça ne l'empêche pas de violer en 2016. Donc, les garanties qu'on pouvait avoir, elles n'existaient plus pour nous. Donc, forcément, ce monsieur devait être mis en prison, parce que les faits pour lesquels il était là étaient très graves, mais aussi pour protéger les autres femmes qui sont encore dehors et qui peuvent être des victimes potentielles de ce monsieur qui est dans l'incapacité de se contrôler. Les experts ont dit qu'il y avait un fort risque de réitération. C'est quand même un monsieur qui se présentait à la barre pendant ces 4 jours en disant qu'à un moment donné, il avait envisagé la castration chimique. Ah oui. Il parle de lui en disant un dragueur compulsif. Qu'il était tellement angoissé que c'était la seule façon pour lui de lutter contre ses angoisses, c'était d'essayer de séduire et de plaire, quitte à forcer cette séduction auprès de jeunes femmes. Il avait 33 ans, 34 ans au moment des faits. 34, je crois. Il est plutôt massif. Et il s'attaquait qu'à des jeunes filles frêles, de moins de 45 kilos à l'époque pour ma cliente, qui peut déplacer facilement dans un taxi. Donc c'est ça qui nous a... On avait quelqu'un de dangereux. Et on a eu l'impression que la peine n'était pas à la hauteur, de la gravité des faits et du risque potentiel de ce monsieur remis en liberté. Oui, parce que la prison n'est pas forcément une solution pour tout le monde, et déjà pas pour tout de base, j'ai envie de dire. Mais en fait, là, la raison pour laquelle on voulait un peu de prison... Qu'est-ce que vous attendiez, vous? Alors, on attendait d'être reconnu comme victime. Ça, on l'a eu, mais... on l'a eu, mais on comprend pas la suite. Du coup, en fait, il y a comme... Oui, c'est-à-dire que comment est-ce qu'il peut être reconnu coupable, mais à peine puni? Tout à fait. Exactement. On serait descendu d'une gamme en disant il n'y a pas viol, il y a agression sexuelle, attouchement. Là, à la limite. On aurait peut-être compris à la rigueur. Mais là, c'était tout ou rien. Il n'y avait pas d'attouchement sexuel, c'est vraiment des actes de pénétration. Donc c'était viol dès lors qu'il reconnaissait. S'il n'y avait pas de consentement, c'était soit acquittement, la Cour considérait qu'elles étaient consentantes, soit elles n'étaient pas consentantes et il y avait viol. Donc il n'y avait pas de demi-mesure. C'est ça. Et pourtant, il y a eu cette décision. Il y a eu 6 ans, puis 4, puis 2, puis en fait, on ne sait pas. Peut-être rien. Moi, je l'ai vu partir libre. Je l'ai vu... Heureux. Je l'ai vu serrer sa famille. Se félicitant de partir. Donc, il y a un décalage entre l'ahurissement des parties civiles qui le voient sortir libre et ce monsieur qui se congratule avec sa famille, qui se félicite, alors qu'il est quand même déclaré coupable. Il ne se reconnaissait pas coupable de tous les faits. Donc là, il est déclaré coupable des 3 faits, et il se félicite parce qu'il ne va pas faire de la prison. Donc un problème, en fait, quelque part. C'est pas possible, c'est pas juste nous, c'est pas... Et comment vous l'avez vécu, vous? Super mal. Je pense que déjà ma tête peut potentiellement témoigner. Mais on l'a... En fait, c'est que moi, j'y croyais tellement. Vraiment, pour moi,
pouvait y avoir un espèce de doute parce que c'est un jury populaire, c'est des citoyens, voilà, on ne sait pas comment les gens... malheureusement, je ne sais pas, moi, s'ils considèrent bien que le consentement, c'est bien c'est bien, il faut dire oui et pas il y a un flou, on ne sait pas, ou des trucs comme ça. Je ne sais pas, moi, je ne les connais pas. D'ailleurs, les deux... Oui, quelle est leur perception Oui, de ces exactement. questions, Et d'ailleurs, les 2 seules jeunes femmes qui auraient pu être appelées dans ce jury d'assises ont été révoquées. Récusée par l'avocate Récusées, pardon. de l'accusé. Elle a écarté les jeunes filles potentiellement tirées au sort du jury final. Ouais, donc il n'y avait pas de jeunes femmes dans le jeu. Il n'y avait pas de jeunes femmes. Donc, pas de très jeunes femmes. Oui, pardon, on ne veut pas que... C'est pas leur âge. Non, mais de femmes, en tout cas, qui avaient l'âge que vous aviez, elles ont des faits, quoi. Elles n'étaient pas du tout représentées au sein du panel de jury qui... Et du coup, et donc, à ce moment-là, vous décidez de faire cette vidéo. Ouais. Avec quel espoir derrière, finalement? À ce moment-là, j'avoue que je sais pas trop ce que j'attends. Enfin, c'est-à-dire que moi, mon compte Instagram, il y a 100 abonnés dessus, c'est tous mes potes. Je suis en privé. Je me dis, voilà, je suis dans la com, je connais des gens qui sont peut-être dans la com. En fait, je sais pas trop, mais je me dis... Vous dites, il faut faire quelque chose, il faut que je sois dans l'action. Ouais, en fait, c'est ça. Je me dis vraiment, en fait, là, je peux pas rien faire. C'est impossible. C'était impossible pour moi de me dire, là, je vais rentrer et... il va rien se passer, ou peut-être qu'il y aura un appel, mais on le sait pas à cette heure-là, donc je sais pas. Et moi je me dis juste, mais en fait là, au moment où j'ai fait les stories, non, je crois qu'il était quand même parti avec sa petite famille déjà, mais je veux dire, je suis sous le choc. Il est sous un quinquennat où soi-disant la priorité c'est les violences faites aux femmes, etc. Ça n'est pas juste, tout ça c'est pas juste. Samantha, elle est partie. Je veux dire, elle habite pas en région parisienne, donc elle est repartie. Je suis avec ma mère, je suis avec mon avocate, on comprend pas. On se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'en plus, nos parties civiles, on peut pas faire appel de la décision. À la base, on peut faire appel sur la partie civile, voilà, les dommages et intérêts et tout. Mais là, à ce stade-là, on s'en fout, nous. Enfin, je veux dire, on n'est même pas là-dessus. On n'a même pas entendu, Samantha et moi, combien on pouvait potentiellement toucher avec ce jugement. Je veux dire, toucher en termes d'indemnité. C'est pas de l'argent qu'on a en plus ou je sais pas quoi. C'est de l'argent qui va servir à une thérapie. C'est de l'argent qui va servir à réparer. C'est ça l'objectif. Et en fait, à ce moment-là, on le sait même pas. On s'en fout. On est dehors. On est abattus. Alors, révoltés. Si je peux me permettre, c'est qu'au moment quand on est sorti, on discute avec l'avocat général tout de suite pour savoir s'il va faire appel. Oui. Et c'est pour ça, parce que je rebondissais dans quel état d'esprit. Oui. Et l'avocat général est sidéré par la décision, parce qu'il avait quand même requis 12 ans ferme. Oui. Et il est abattu, il entend la détresse, parce qu'elles ont hurlé dans la salle d'audience des 2 parties civiles et de leur mère qui les avait accompagnées. Et il va nous dire qu'il ne sait pas s'il va interjeter appel à ce moment-là, qu'il doit en parler avec sa hiérarchie, on va dire, mais que ce qu'il craint, c'est que les mêmes causes, c'est-à-dire le fait qu'il est chargé de famille, qu'il est stable, se renouvellent dans 2 ans ou dans 3 ans, je ne sais pas quand aura lieu le procès d'appel, et que ça entraîne également une absence de détention. Donc, et en plus, ça oblige les parties civiles à revivre un nouveau procès, en sachant que, autant sur Karine, l'accusé dit « je m'en souviens pas », je ne me rappelle pas d'elle, mais c'est possible que je l'ai draguée comme elle l'entend. Et il s'en est rapporté à la décision de la Cour sans demander l'acquittement. Donc, je n'avais pas de suspense sur la culpabilité de ce monsieur à l'égard de ma cliente. Autant sur les autres, il a plutôt demandé l'acquittement en ce qui concerne Samantha et la dernière, c'est qui était agressée sexuellement et qui n'est pas venue à l'audience. Donc, le procureur, l'avocat général peut se dire, est-ce qu'en appel, il ne va pas être acquitté des 2 autres faits qu'il contestait. Donc, il y a une question entre d'une certaine manière, en fait, parce qu'entre-temps, donc le parquet a fait appel, oui, mais d'une certaine manière, en fait, ce serait presque encore plus... Ça pourrait rendre la peine encore moins forte. C'est ça. L'appel. On pourrait même ne plus être condamné. On pourrait même ne plus être reconnu victime, en fait. C'est le risque. Parce que c'est toujours la parole de ces jeunes filles contre la parole de ce monsieur qui reconnaît juste les avoir draguées de manière un peu lourde. Et c'est pour ça que l'avocat général nous dit, et c'est ce qui nous a sidérés, qu'il n'est pas sûr d'interjeter appel. Donc, quand on sort de là, on se dit, c'est fini. S'il ne fait pas appel, nous, on ne peut pas faire appel. On peut faire appel que des intérêts civils. L'affaire, elle va se terminer là et il sort gagnant.
Ouais. Donc l'appel au secours, il est à ce moment-là précis. On saura que le lendemain, dans l'après-midi, que le parquet fait appel. Et est-ce que vous pensez que cet appel, il est lié directement ou indirectement à la viralité de cette vidéo, quoi, qui a quand même fait plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux? Karine a donné une réponse qui est fort juste. Elle a dit « j'espère que non ». J'espère que c'est la réflexion du parquet général qui a entraîné l'appel et pas la médiatisation de l'appel au secours de Karine. Parce que sinon, on se dira que d'autres victimes peuvent se retrouver dans la situation de Karine et de Samantha et d'avoir soit un agresseur qui est acquitté, soit un agresseur qui est faiblement condamné. Qu'est-ce que vous attendez de ce second procès? Je sais pas ce que toi t'en attends, mais Vous, qu'est-ce que vous en attendez? moi j'en attends une vraie justice en fait. Ça c'est. Je sais que chacun peut se faire son point de vue, chacun peut avoir une explication à donner sur ce verdict, peut comprendre ou pas, peut machin, mais nous, en fait, lorsqu'une peine ne satisfait pas les 2 victimes présentes, je pense qu'il y a lieu de croire que cette peine n'est pas juste, qu'il faut plus. Lorsque c'est avéré que c'est un prédateur sexuel, que c'est un danger, qu'il y a une multiplicité du nombre des actions, qu'il y a un scénario, qu'il y a tout, Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour aller en prison, en fait? À nouveau, je ne demande pas 15 ans de prison, puisque c'était le maximum, mais ce n'était pas ce qu'on attendait. Mais ne serait-ce que d'y mettre les pieds, en fait, de savoir ce que c'est, de savoir que non, en fait, en France, on ne peut pas faire ça. Ça ne sera pas permis, ça n'est pas permis, et qu'il y a des conséquences lorsqu'on fait ça, et surtout lorsqu'on est un prédateur, qu'il y a plusieurs victimes, et qu'il y a un risque qu'on recommence avec un degré plus haut encore. Et en fait, le degré plus haut que le viol, c'est un assassinat, c'est quoi le meurtre? Moi, ce que j'en attends, c'est que je me dis, là, on a une décision qu'on estime, nous, en tout cas, avocat des parties civiles, très clémente, ainsi que l'avocat général aussi, parce que sinon, il n'aurait jamais requis 12 ans. Et puis, j'allais dire, les réactions des gens après avoir pris connaissance de ce verdict nous montrent qu'on n'est pas les seuls à être choqués de quelqu'un qui a violé plusieurs femmes et en récidive, avec un casier judiciaire, puisse sortir sans avoir fait un seul jour de prison. Surtout qu'apparemment, en fait, même, il est possible que les bracelets électroniques ne soient pas disponibles. Enfin, vraiment, le temps rien, que ce soit mis en place, il n'y a rien du tout. Et ce qu'on n'a pas envie, c'est que cette affaire-là, si elle en était restée là, si le procureur, l'avocat général n'avait pas fait appel, est-ce que ça n'aurait pas fait jurisprudence? Est-ce que d'autres accusés ne pourraient pas se dire finalement, on ne va pas avoir plus que 6 ans, donc 4 probatoires? Est-ce qu'un avocat général osera encore requérir 12 ans sur les 15 maximum en se disant je ne vais pas paraître ridicule en demandant trop? Est-ce que des magistrats ne vont pas se dire finalement si j'envoie quelqu'un qui est père de famille, qui est maintenant professionnellement stabilisé, je ne casse pas une dynamique de réhabilitation d'un accusé? Donc de créer un précédent. Voilà, c'est ça. Parce que pour moi, qui ai cette expérience-là de défendre des victimes de viol ou de violence, la peine, elle correspondait davantage à une peine pour un mineur, pour un fait isolé. Là, c'est un majeur avec une multitude de victimes. Et un mode opératoire. Et un mode opératoire, un caractère dangereux et un grand risque de récidive, parce que les experts, il y en a eu plusieurs, nous ont tous dit qu'on ne pouvait pas le laisser comme ça dans la nature, qu'il fallait absolument avoir une obligation de soins et un traitement à faire. Et je ne sais pas à quel moment tu pourras utiliser ça, mais je voulais juste dire aussi que lorsqu'il a dit ne pas se rappeler de moi et de ce qui s'est passé dans son taxi. Et il dit que c'est par refoulement. Il dit que c'est parce que, voilà... qu'il assume pas, un truc comme ça. Et il y a un expert qui est passé, et il y a un expert qui a dit, effectivement, en fait, si cette personne ne se rappelle pas de ça, ça ne peut être que parce que l'acte était tellement honteux pour lui qu'il l'a tellement sali, entre guillemets, dans son esprit de faire ça, qu'il ne s'en rappelle pas. Donc, soit il ment, soit il ne s'en rappelle pas, mais parce que c'est dégueulasse. Dans les 2 cas, je comprends pas. Je comprends pas comment, voilà, on peut avoir son véhicule, son mode de transport, de travail, de tout ce qu'on veut, qu'on peut se dire, en fait, moi, je vais rôder parce que c'est ma seule façon d'exorciser, entre guillemets, toute ma frustration parce que ma vie, elle pue la merde, parce que c'est un peu ça, en fait. Lui, il était pas bien, il était en dépression. Pardon, hein, mais enfin, nous, on n'en a pas fait des dépressions, et on a violé des gens. Je crois pas que ça aille ensemble, de facto. Oui. On n'a pas eu des enfances difficiles, potentiellement. On n'a pas vécu des choses, nous aussi. Enfin, je veux dire, pour moi, le jugement, il est incompréhensible. Il y aurait tant à dire, mais
l'état d'esprit des deux parties civiles à la fin, c'est d'entendre il a fait quelque chose de grave, mais il est père de famille et il suit une thérapie. Donc, on lui donne du sursis probatoire sur 4 ans sur une peine globale de 6 ans. Et donc, ce qu'on a comme impression, c'est que, il y en a une qui me l'a dit, elle m'a dit, il suffit de faire un gosse, entre guillemets, et on évite la prison. Est-ce que tous les pères de famille, est-ce que les détenus qu'on a en France ne sont pas pères de famille eux aussi ? Est-ce que ce côté familial, cette cellule familiale, doit passer avant les cellules familiales qu'il a détruites ? Parce qu'il y a 2 victimes dans j'allais dire, dans les box des parties civiles, mais autour, il y a les frères de certaines, il y a les cousins, il y a les sœurs, les mères, qui sont touchés par cette, même s'ils ont la pudeur de ne pas se présenter, mais voilà, c'est des familles complètes qui ont été totalement détruites par cette cour d'assises et le verdict. Donc c'est ça qui nous a le plus révoltés ou choqués. Alors j'aimerais terminer avec quelques chiffres pour mettre un peu en perspective justement cette histoire. Donc selon les chiffres de 2020, il y a 94 000 femmes victimes de viol et de tentatives de viol chaque année en France. Il y a seulement 12% des femmes qui portent plainte. Alors il y a eu une augmentation selon les chiffres du ministère de l'Intérieur qui sont sortis d'ailleurs le 30 juin sur le fait qu'il y a eu une hausse des plaintes de 33% entre 2020 et 2021. C'est énorme. C'est énorme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez les femmes qui ne portent pas plainte? Bien sûr. En fait, j'ai mis du temps à comprendre. Parce que j'ai été éduquée avec des certaines valeurs, une certaine éducation où on m'a dit, en fait, il se passe un truc de pas bien, tu vas porter plainte, quoi qu'il se passe. Enfin, je veux dire, peu importe ce que ça te coûte toi, ce que machin, tu portes plainte. Et en fait, du coup, ça a été difficile, en fait, pour moi au début de me dire, mais en fait, comment... Enfin, je veux dire, pourquoi personne n'a déposé plainte avant pour ce type ? Pourquoi moi, j'ai été jetée du commissariat ? Pourquoi est-ce que ça met autant de temps ? Pourquoi est-ce que c'est des mois après qu'on recoupe les plaintes ? Enfin, qu'on les regroupe ? En fait, il faut, pour mener sa plainte jusqu'au bout, il faut être bien entouré, avoir un peu d'argent, parce qu'il faut quand même soit un avocat, soit... Tout ça peut se cumuler, hein. Soit un psychothérapeute, soit un psychiatre, soit il faut un environnement qui nous permette de porter ça, qui nous offre un potentiel de stabilité, parce que je ne pense pas qu'on ait été stable tout du long, donc un potentiel de stabilité, je dirais. On met les pieds dans un système qui manque de moyens, qui manque de formation, qui manque de sensibilisation, qui manque de sentiments aussi, franchement, beaucoup, enfin, qui manque de beaucoup, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, mais c'est malheureux, comment expliquer avec une peine aussi nulle, comment est-ce que moi je vais aller dire à des femmes porter plainte ? Comment est-ce que moi je vais leur dire moi ça s'est super bien passé en fait, j'ai attendu 6 ans, on était 3 victimes, il y en avait 12 dans l'affaire et puis le mec est sorti libre. Comment est-ce qu'on peut faire de ça un exemple ? Il me serait impossible de dire que je ne comprends pas les femmes qui ne veulent pas faire ce sacrifice, engager toute leur famille, comme l'a dit Sonia, peut-être détruire, parce que c'est aussi un peu ça qui arrive, mais détruire une partie de sa vie, parce que la force, on l'a pas tout le temps, l'énergie, on l'a pas tout le temps, on peut pas tout faire. Il y a le risque aussi de représailles, c'est-à-dire que par exemple Karine, il la dépose limite en bas de chez elle, donc il connaît l'adresse. Et il y est revenu. L'autre victime, il sait où elle dépose sa voiture, parce qu'il l'a déposée dans un parking d'une gare, et il sait qu'elle gare sa voiture là. Oui, il est revenu, il l'a dit. En fait, il a déclaré. Il a dit dans la cour d'assises que comme il ne se rappelait pas de Karine, il était revenu dans le quartier en question pour essayer d'avoir des bribes de souvenirs dans ce quartier-là. Donc ça fait froid dans le dos quand on est pendant 4 jours de cour d'assises et qu'on apprend que pendant ces 4 jours de cour d'assises, alors il a un contrôle judiciaire, il s'amuse avec son taxi à venir rôder, comme il dit, pour essayer de se souvenir de Karine. Samantha, elle a déménagé de la région parisienne. Donc, voilà. Vous avez peur aujourd'hui ? Je pense pas qu'il fera quoi que ce soit, honnêtement. Mais il y a un moment donné, mon adresse, elle est dans le jugement, enfin, dans la procédure, je veux dire, donc elle lui est accessible. Je suis pas sûre qu'il pensait mercredi soir en rentrant chez lui victorieux qu'il y aurait une médiatisation ou que ça serait à ce point-là. Honnêtement, à nouveau, je crois pas qu'il pourrait me faire quoi que ce soit. Mais à nouveau, il y a un risque en fait. Et ce risque, il est avéré, même si la Cour, elle le reconnaît pas. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui l'empêche, là, de se dire, mais enfin, de venir et de me défoncer la gueule ?
de le faire en étant masqué, de le faire en étant j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui l'empêche de le faire en fait? Rien. J'avais cette crainte à la sortie de la cour d'assises de se dire il sort libre. Et déjà, pendant les 4 jours de cour d'assises, ce qu'il faut savoir, c'est que les victimes, on se garde dans le même parking que l'agresseur. On entre par la même porte. Quand elles sortent éventuellement fumer une cigarette, il y a sa famille là. Le midi. Voilà, donc on se retrouve dans le même couloir que celui qui les a violées. Donc déjà là, il y a un décalage. C'est pas toujours le cas dans tous les tribunaux. Il y a des entrées des fois différenciées. Mais c'est vrai que s'il avait été détenu, on aurait eu moins cette peur. S'il était arrivé menotté, c'était moins grave que d'arriver libre, tranquille à la cour d'assises. Et l'autre sentiment, c'est qu'on se dit il y a eu 6 ans de procédure, 4 jours d'assises, et on se dit en gros tout ça pour ça. Et dès le premier jour, finalement, il a dit qu'il avait un enfant et qu'il était toujours suivi par son psychothérapeute, et on a l'impression qu'il n'y a que ça qui a été retenu de 4 jours de débat. C'est ça la frustration, entre guillemets. Ouais. Et l'incompréhension. Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous vouliez ajouter? J'espère que notre appel arrivera vite. J'espère que ça sera rejugé et que ce sera bien jugé cette fois-ci. Honnêtement, j'espère aussi un peu qu'il a peur. Parce que justement, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. En fait, c'est que nous, on a eu peur pendant 4 jours. Et que c'était pas à nous d'avoir peur. Et c'est pas à nous d'avoir peur maintenant. Et j'espère que vraiment, il y aura quelque chose en fait sur cet appel, que ça se soldera par un exemple, une bonne peine, un truc satisfaisant, je sais pas, mais une peine juste finalement. Ouais, moi je veux juste qui serait ça, adaptée en fait. parce que on se dit là, il a violé plusieurs femmes. Qu'est-ce qu'il aurait eu s'il avait 12 ans de prison ferme requis? Voilà. Et qu'est-ce qui aurait été requis ou qu'est-ce qui aurait été prononcé s'il en avait violé qu'une? En termes de gradation, qu'est-ce qu'il aurait eu s'il n'y en avait qu'une qui s'était présentée et qui avait déposé plainte? Alors, il n'aurait même pas eu les 2 ans fermes qui ont été prononcés. La plainte ne serait pas allée au bout. C'est ça qui nous fait peur, surtout. Il y a 12 victimes dans cette affaire. Enfin, il y a 12 personnes qui sont citées dans le dossier. Moi, je suis convaincue qu'il y en a plus. Je suis convaincue que ce mode opératoire du taxi, il l'a fait subir à d'autres personnes. Et si jamais il y a une de ces personnes qui... Et je sais que ce sera douloureux, hein, je demande pas quelque chose de facile. Mais si jamais il y a une de ces victimes-là qui se manifeste, qui se sent de le faire, qui se dit en fait que parce qu'elle nous a vus être crue, entendue, même si c'était pas avec une peine satisfaisante, qu'elle se manifeste, qu'elle nous contacte. Moi, Samantha, mon avocate, son avocat, je pense que tout le monde sera heureux de potentiellement recueillir un témoignage de plus pour appuyer ça, parce que vraiment, je pense... Et on se permet de dire ça parce qu'il a reconnu devant la cour d'assises qu'il en avait vu et qu'il en avait dragué comme ça, parce que lui, il appelle ça draguer, une centaine, voire plus. Et il a dit, mais en même temps, je m'en suis pris 10 fois plus de râteaux. Ouais. Donc Ça il y en veut a dire quoi, 100 qu'il a finalement réussi à conclure. Et quand on l'appelle pour venir à la gendarmerie, il dit, j'ai pris le temps de me reposer parce que je savais que j'allais aller en garde à vue. Et on lui dit, mais comment vous pouvez savoir que vous allez en garde à vue? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous vous sentez coupable d'avoir fait quelque chose? Et là, il va dire, je me drogue pas, etc. Donc la seule chose que j'ai, c'est mon appétence sexuelle. Et donc, je savais qu'on allait m'appeler pour cela. Donc, il sait que potentiellement, il y a parmi toutes celles qu'il a draguées des femmes qui considèrent qu'elles n'ont pas été que draguées, qu'elles ont été agressées et violées. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir donné cet espace de parole. Merci beaucoup, franchement, parce que c'est aussi, moi, je pense, c'est peut-être grâce à ce soutien-là et ce poids, entre guillemets, médiatique-là, que peut-être aussi on va sensibiliser des gens, on va sensibiliser des futurs jurys d'assises, des futurs présidents, présidentes, des procureurs aussi, enfin, je veux dire, tout. J'espère que ça va être utile et pas qu'à nous, en fait. Et je vous remercie de nous offrir, du coup, cette espèce de revendication, de parole, d'écoute, dont on avait honnêtement, cruellement besoin, je pense. Et du coup, merci vraiment pour ça. C'est la fin de cet entretien. Si vous le pouvez, prenez un moment pour le partager. Car il est essentiel aujourd'hui que notre société ouvre les yeux sur ces affaires de violences sexuelles. Et pour suivre notre travail chez Blast, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube ou vous rendre sur notre site internet blast-info.fr. À très vite sur Blast.